Chapitre 1. La fête d'été à Rose Hill. La fête d'été de Rose Hill ressemblait à bien des égards à celle qui se déroulait dans tous les villages anglais depuis des temps immémoriaux. On y trouvait des tables chargées de génoises, de tartelettes à la confiture et des plus belles productions de chaque ménagère. On y organisait des concours du concombre le plus droit et de la courge la plus ronde. On y organisait des tombolas, sans oublier l'inévitable stand d'éléphants blancs, présidé par la femme du pasteur. Les enfants criaient de joie au chant des cocotiers, tandis que la fanfare, venue de la ville voisine, s'efforçait d'égayer les festivités par une interprétation galante, quoique parfois hésitante, d'airs populaires. La grande pelouse du manoir de Rose Hill, gracieusement inaugurée par Lady Westmacott pour l'occasion, était particulièrement splendide cet après-midi-là, avec ses haies taillées et ses rosiers d'en pleine floraison. C'était le genre de cadre où le temps semblait suspendu, où le rythme de la vie oscillait doucement entre l'église, le jardin et la table à thé. Pourtant, c'est sur cette même pelouse que se produisit un événement qui allait ébranler le calme du village plus profondément que n'importe quel orage d'été. Miss Jane Marple, impeccable dans sa robe gris tourterelle et son chapeau orné de quelques violettes, rien de plus osé que de simples fleurs, était assise à l'ombre près de la tente à thé. Elle venait de se laisser convaincre de reprendre une part de gâteau aux graines, lorsqu'elle remarqua avec cette observation perspicace qui semblait n'appartenir qu'à elle, que la nièce de Lady Westmacott, Miss Eleanor Blakely, était engagée dans une discussion inhabituellement animée avec un homme de grande taille près du stand de tombola. On n'entendait pas leur voix, mais leurs gestes, les mouvements rapides et impatients de la dame, la posture rigide et défensive de l'homme, en disaient long. Miss Marple détourna le regard, poliment bien sûr, mais rangea l'affaire dans son esprit. Il était peu après 3 heures du matin lorsque le cri soudain retentit. Les gens se retournèrent, perplexes, puis alarmés. Un groupe se rassemblait près du grand cèdre, près de l'endroit même où les vieux troncs du grenier avaient été descendus pour servir de table de fortune à la brocante. Et là, affalé contre l'un d'eux, gisait le corps d'un homme. Son visage était d'une pâleur effrayante, son col desserré, et sa main, toujours serrée contre un papier plié, ne tremblait plus. La fête se dissipa dans la confusion. Les femmes haltèrent, les hommes se précipitèrent pour proposer leur aide, les enfants furent emmenés précipitamment. Le vicaire déclara qu'il s'agissait peut-être d'un évanouissement, mais le docteur Porter, qui savourait tranquillement une tasse de thé, arriva bientôt et après s'être brièvement agenouillé près de la silhouette, immobile, secoua gravement la tête. « Complètement mort », annonça-t-il, du ton étouffé d'un homme qui prononce un verdict définitif. Le défunt fut rapidement identifié comme étant M. Charles Arkwright, un avocat à la retraite qui s'était installé récemment à Rose Hill. Nouveau venu, assez poli mais peu apprécié, il avait l'air de quelqu'un qui gardait ses affaires secrètes. Des murmures commencèrent à circuler avant même que le corps ne soit convenablement recouvert. Une crise cardiaque, suggéra quelqu'un. Un poison, dit un autre avec délectation. Vous savez, remarqua Madame Partridge en se penchant confidentiellement vers sa voisine. Il avait une sacrée réputation à Marlécombe. Une histoire de testament désagréable, paraît-il. Miss Marple, toujours à sa place près de la tente à thé, sirotait son thé maintenant froid, avec un air de détachement tranquille. Au cours de sa longue vie, elle avait vu trop de scènes de ce genre pour ne pas en connaître les motifs. La mort, lorsqu'elle survenait soudainement, déstabilisait un village d'une manière totalement disproportionnée par rapport à sa taille. Les visages se faisaient attentifs, les langues se déliaient, de vieilles rancunes refaient surface. Et au milieu de ce tourbillon de spéculations, elle seule semblait réfléchir non seulement à ce qui s'était passé, mais aussi à la raison. La police arriva en temps voulu. L'inspecteur Graves, un homme solide et imposant, attaché aux conclusions hâtives, prit les choses en main. Il parle de causes naturelles, d'un cœur faible, peut-être surmené par la chaleur. Pourtant,
Tandis que la fête se dissolvait dans un brouhaha de bavardages effrayés, le regard de Miss Marple se posa de nouveau sur la vieille malle contre laquelle le corps de M. Arkwright était tombé. Ses lourdes ferrures en laiton brillaient faiblement dans la lumière de l'après-midi. Il y avait, pensa-t-elle, quelque chose de curieusement symbolique dans le fait qu'il soit mort là, au cœur même de la brocante, parmi des reliques et des objets abandonnés qui avaient autrefois une signification, mais qui gisaient désormais indésirables. Et dans ce murmure de mémoire et de secret, elle s'imaginait, bien qu'elle ne puisse pas encore dire pourquoi, que le coffre lui-même avait une histoire à raconter. Chapitre 2. Potin à Rose Hill. Le lendemain matin, le village de Rose Hill était animé par les conversations. La fête, autrefois attendue depuis des semaines comme le point culminant de la saison, n'était désormais plus connue que pour sa conclusion tragique, où que 2 ou 3 villageois se réunissent, au comptoir de l'épicier, à la poste devant le portail du cimetière. La conversation ramenait inévitablement à la mort tragique de M. Charles Arkwright. Dans la boutique de Mme Jeffries, où l'on pouvait acheter de tout, des bonbons durs aux produits à polir le laiton, Mme Partridge donnait sa version des événements avec délectation. « J'étais là, pile au moment même, » déclara-t-elle, même si elle n'avait en réalité pas été plus près que le stand de limonade. Il s'est effondré comme une pierre. Un papier à la main, remarqué. Je parie que c'était une lettre. Peut-être une de ces lettres de chantage dont on entend parler dans les journaux. « Du chantage !» s'exclama la jeune Madame Abbott, venue chercher une miche de pain. « Oh, sûrement pas à Rose Hill. » Madame Partridge renifla. « Vous pensez peut-être que non, mais les hommes comme M. Arkwright portent leur passé en eux. J'ai toujours dit qu'il avait des secrets, trop soignés dans ses manières. » À cet instant précis, Miss Marple, qui était entrée discrètement pour acheter une bobine de fil, écoutait avec un intérêt apparemment modéré, les mains jointes sur son réticule. Elle ne participait pas à la conversation, mais on aurait pu remarquer un léger pincement des lèvres, comme si elle s'interrogeait sur la curieuse tendance humaine à broder la vérité avec l'imagination. Plus tard, ce matin-là, l'inspecteur Graves remontait High Street. C'était un homme de forte carrure, portant une épaisse moustache soigneusement taillée. À ceux qui le saluaient, il répondait par des hochements de tête polis mais distraits. Malgré toute son assurance, il était conscient du retentissement que cette affaire avait provoqué et du fait que l'enquête du coroner nécessiterait un verdict clair. Au petit poste de police, il s'est entretenu avec l'agent Hawkins, qui avait parlé à plusieurs témoins. « Une insuffisance cardiaque », conclut Graves avec satisfaction. « C'est ce que le médecin a dit, et je m'y tiens. Un homme de son âge, avec sa couleur, ça arrive. On va y mettre un terme, et le village pourra se calmer à nouveau. » L'agent Hawkins, qui admirait trop son supérieur pour le contredire, hocha la tête avec docilité. Pourtant, même lui avait entendu certaines choses qui le troublaient. Un fragment de dispute, une vague allusion à des dettes. Mais Graves balaya ses broutilles d'un revers de main. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite à Madame Clement, l'épouse du pasteur, dont le salon servait souvent de lieu de rassemblement pour l'opinion du village. On servit du thé, ainsi qu'une assiette de gâteaux aux graines finement tranchées. Madame Clement était pleine d'indignation, quand on pense qu'une chose pareille peut arriver ici. Et à la fête de Lady Westmacott, qui plus est. Elle est terriblement bouleversée, bien sûr. Elle envisage déjà d'annuler la garden party d'automne. Miss Marple hocha la tête avec compassion. Cela doit être très pénible pour Lady Westmacott et pour la pauvre nièce de M. Arkwright. En effet, acquiesça Madame Clément en se penchant avec empressement. Eleanor Blakely était complètement hors d'elle. On dit qu'elle lui a parlé sèchement moins, d'une demi-heure auparavant. Bien sûr, les jeunes femmes ont du caractère, mais cela fera jaser. Miss Marple sirotait son thé, ses yeux bleus doux. « Les querelles de famille sont souvent sans conséquence, » dit-elle doucement. « Mais d'après mon expérience, quand les esprits s'échauffent, c'est généralement pour une bonne raison. » Madame Clément parut surprise. « Tu crois vraiment ?» Mais Miss Marple avait déjà changé de sujet, s'enquérant gentiment de la nouvelle série de sermons du pasteur. Sans insister,
Elle observa simplement. À la tombée de la nuit, la petite communauté était devenue un véritable creuset de théories. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un acte de la Providence. D'autres évoquaient un scandale. Un ou deux se souvenaient vaguement que M. Arkwright avait été mêlé à une procédure judiciaire douteuse à Marleycombe, et plusieurs affirmaient avoir vu Mlle Blakely en larmes, sans que l'on sache si c'était avant ou après la mort de son oncle. Au manoir, Lady Westmacott réunit quelques amis proches pour discuter de ce qu'il fallait faire. Mlle Blakely, pâle et renfermée, s'excusa tôt et se retira dans sa chambre. Personne ne la revit ce soir-là. Dans sa modeste chaumière, au bord du chemin, Miss Marple était assise près de la lampe, tricotant son tricot. Les conversations du jour résonnaient dans son esprit, mais elle ne prêtait aucune attention aux conjectures insensées de ses voisins. Elle se remémorait plutôt l'expression de M. Arkwright, le journal serré dans sa main, la manière étrangement délibérée dont il avait semblé s'appuyer contre le vieux coffre avant de céder. Ce n'était pas l'image d'un homme frappé par surprise, mais plutôt celle d'un homme surpris au cœur même d'un secret. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement dans la pièce silencieuse. Elle ignorait encore ce qui se cachait derrière cette affaire. Une dispute, de l'argent, ou quelque chose de plus sombre. Mais elle savait, aussi sûrement qu'elle connaissait le fond de son histoire, que derrière les ragots se cachait une vérité qui attendait d'être découverte. Et avec le temps, elle la découvrirait. Chapitre 3. Premiers indices sous le cèdre. Dans l'agréable ordre des matinées de Rose Hill, l'heure entre 9 et 10 heures possédait un caractère particulier. Des artisans poussaient leurs charrettes sur les pavés. Les bidons de lait tintaient doucement, et les portes, fraîchement repeintes, étaient ouvertes pour laisser entrer le jour. Par un tel matin, Miss Marple, impeccable et munie d'un modeste sac à main, entra dans le cabinet du docteur Porter avec l'air de quelqu'un qui s'était souvenu d'un détail et avait l'intention d'y remédier. « J'ai rapporté le patron de tricot de votre sœur, docteur, » dit-elle en posant un papier plié sur la table d'entrée lorsque la femme de chambre la fit entrer. C'était très aimable de sa part de me le prêter. Son regard s'attarda sur les petits détails. Les magazines à peine dérangés, un chapeau posé à la hâte sur une chaise, un verre à moitié plein d'eau et la cuillère à côté. Chaque détail était aussi insignifiant qu'un pissenlit dans un champ. Et pourtant, ensemble, une prairie révélatrice. Le docteur Porter lui-même descendit bientôt, lunettes à la main, s'excusant pour un patient souffrant d'engelure qu'il avait retenu plus longtemps que nécessaire. C'était un homme aimable et dynamique, dont le visage rond avait acquis une certaine gravité, sans perdre sa bonne humeur naturelle. « Vous voudrez savoir ce que l'on peut savoir, » dit-il après les politesses préliminaires. « Ils doivent mener une enquête, bien sûr. Ces choses-là ont leur forme. Nous dirons syncope, ce qui est la façon savante de décrire ce qu'on pourrait appeler un arrêt, provoqué par la chaleur et, peut-être, une faiblesse latente. »« C'est possible, » dit Miss Marple avec une douceur qui ressemblait presque à une caresse. « Et pourtant j'ai toujours pensé que la chaleur en elle-même était une cause assez incertaine. »« C'est vrai, » acquiesça le docteur Porter. Il hésita puis ajouta « Il y avait une petite bizarrerie. Vous ne la répéterez pas, Miss Marple, car je ne voudrais pas faire parler de moi. Une légère irritation aux lèvres. Rien de scrupuleux, plutôt une petite goutte de quelque chose mal goûté. L'homme avait mangé à la fête, bien sûr, des cornichons peut-être. Il y avait aussi, ou du moins je croyais qu'il y en avait, une légère odeur. On devient fantaisiste avec les années, et j'ose dire que j'ai lu trop d'histoires de cas. Je dirais simplement que c'était curieux. » Miss Marple inclina la tête. « La curiosité est souvent le premier avertissement de l'esprit, » murmura-t-elle. « Et le papier que tient M. Arkwright ?»« La police, là, » dit le docteur Porter en pinçant les lèvres. « L'inspecteur Graves pensait que c'était une simple feuille pliée, quelque chose sorti de sa poche. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Ce n'était pas un programme de la fête. Plutôt plus épais. Il semble l'avoir saisi soudainement. Saisi comme s'il prenait une décision. « Ah !» dit Miss Marple en se levant, car elle ne voulait pas s'attarder.
En partant, elle s'arrêta près de la table d'entrée. Sur la cuillère, une fine pellicule opalescente avait séché. Elle n'y toucha pas. Elle ne la regarda même pas attentivement. Mais en s'exposant à nouveau au soleil, son regard était pensif. Il existe une forme de permission typiquement anglaise, consistant moins à être sollicitée qu'à simplement paraître aidée. Miss Marple, qui l'avait pratiquée avec une habileté délicate toute sa vie, se présenta à Rose Hill Manor peu après 11 heures. Les tentes de fête étaient démontées. Un jardinier ramassa les dernières planches à tréteaux. L'ombre bleue du cèdre recouvrait l'herbe fraîche et dense, et la marque où les policiers s'étaient postés et avaient parlé à voix basse était imprimée en de légers croissants de bottes. « Bonjour, Madame Crew », dit Miss Marple à la gouvernante à l'entrée de service, une femme corpulente, au cœur des confidences et à l'esprit précis. S'il y a quelque chose à faire, peut-être un peu de rangement. C'est dommage de troubler Lady Westmacott dans son chagrin. Madame Crew, qui avait un respect raisonnable pour la compétence discrète de Miss Marple, déclara qu'une paire de mains bienveillantes était toujours une bénédiction. « Nous avons tout ce bazar à trier et à restituer, dit-elle. Madame ne peut pas encore le supporter. Et voici le coffre, le vieux chêne. Madame a demandé qu'on le porte dans le petit salon. C'est une relique de l'époque de son père. Nous l'avons descendu du grenier pour l'étal. Ce n'est que plus tard qu'elle a préféré ne pas s'en séparer. Les choses de famille portent le souffle de la famille, dit-elle, et je suis sûre que c'est vrai. En effet, murmura Miss Marple. Ils traversèrent ensemble les dalles et entrèrent dans le petit salon, où le soleil illuminait le tapis en rectangles étalés. La malle trônait sous la fenêtre. Un chêne aux moulures de cordes, avec des montures en laiton, abîmé par l'usage, mais élégant. Le genre d'objet auquel des générations ont confié leur linge, leurs lettres, leurs espoirs. Un nuage de vernis flottait autour, et sur le couvercle, une trace, là où un verre avait posé, laissait un léger cerne. Le regard de Miss Marple glissa sans s'attarder, puis revint aux habitudes de la pièce. Le plumeau tombé plutôt que plié, une petite branche de cèdre écrasée sur le seuil, un fil accroché au laiton. « Je vais l'essuyer comme il faut, mademoiselle, » dit Alice, la femme de chambre, qui entra avec un torchon. C'était une jeune fille aux joues roses, avec l'air de quelqu'un qui rit facilement mais qui est intimidé par la tragédie. « Si vous aviez l'amabilité de me laisser faire, ma chère, » dit aimablement Miss Marple en prenant le torchon. « Je suis très pointilleuse sur les angles. » Elle travaillait, non pas avec agitation, mais avec patience, ses petites mains se déplaçant habilement sur les sculptures, suivant le cerne laissé par un verre, lissant le laiton autour de la plaque de la clé. Elle remarqua, sans en avoir l'air, que la vis du montant inférieur droit était plus vieille et plus usée que les autres, que le trou de la serrure portait de légères rayures, comme si une main maladroite ou pressée avait manqué sa cible à 2 reprises, que le couvercle, lorsqu'il s'abaissait, le faisait avec un souffle plutôt qu'un fracas. Un murmure, pourrait-on dire, comme si l'air circulait à l'intérieur. « Bizarre, » observa-t-elle d'un ton léger, à personne en particulier. Les vieux meubles se guérissent souvent d'eux-mêmes de leur grincement et se mettent à chuchoter. On suppose que le bois se souvient. Et comme elle disait « se souvient », son petit doigt, tout à fait par hasard, se posa sur un minuscule bouton en laiton dont la tête n'était pas aussi solide qu'elle le prétendait. Il bougea. Un tout petit peu, mais il bougea. « Les souvenirs peuvent être tenaces, mademoiselle, » répondit Madame Crew, distraite par la tentative d'Alice de polir une tache qui n'était pas là. « En effet, ils le peuvent, » dit Miss Marple, et elle mit soigneusement le tissu de côté. Lady Westmacott reçut Miss Marple avec une grâce mélancolique, telle une reine recevant une vieille amie dans un moment de malaise personnel. Elle était grande et belle, à la manière des femmes habituées à être obéies. Le chagrin pesait sur ses épaules comme un châle enfilé contre un courant d'air. « Quelle triste histoire, » dit-elle. « Vous connaissiez peu M. Arkwright, mademoiselle Marple ?»« Mais peu, » dit Miss Marple. « Pourtant, on n'aime pas entendre parler d'un voisin ainsi surpris.
Et votre nièce, Miss Blakely? J'espère qu'elle n'est pas malade. » L'expression de Lady Westmacott changea presque imperceptiblement. « Elinor est fatiguée, dit-elle. Elle est allongée. Rose Hill n'est pas à Marleycombe, Miss Marple. C'est plus doux ici. Elle apprendra la douceur si elle reste. »« Si elle veut bien, » répéta Miss Marple, comme si la phrase avait trouvé un écho. « Les enfants d'aujourd'hui sont agités, je crois, même quand ils ne sont plus des enfants. C'est peut-être à cause des journaux. » Elle n'osa pas plus loin. Lady Westmacott parut soulagée. Alors qu'elle se levait pour partir, la porte du salon s'ouvrit et Eleanor Blakely entra. La jeune fille, si l'on peut appeler une jeune femme de 23 ans, une fille, avait une beauté que l'émotion exalte. Ses yeux étaient trop brillants, ses lèvres trop serrées. Une légère marque s'était formée sur son poignet, comme si elle s'était accrochée à un objet pointu. Un de ses gants était déchiré au bouton. « Ma tante, » dit-elle, et elle s'arrêta en voyant Miss Marple. « Oh, bonjour. » Sa voix était soigneusement posée, mais elle avait le souffle coupé de celle qui s'efforce de ne pas parler précipitamment. « Ma chère, » dit Lady Westmacott avec une légère insistance, « Miss Marple a eu la gentillesse de se renseigner. » Eleanor s'avança et lui tendit la main. Ses doigts étaient au froid. Il sentait légèrement le cirage à métaux, une odeur étrange à transporter dans un salon. « Nous sommes tous très affligés, » dit doucement Miss Marple. « La mort est si gênante lorsqu'elle perturbe les préparatifs. Elle bouleverse tout. » Éléonore la regarda et une certaine tension disparut de son visage. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, c'est vrai. » Elle hésita. « J'ai été impolie hier. » Avec mon oncle. Nous, lui et moi, étions en désaccord. Ce n'était rien, rien qui devrait avoir d'importance maintenant. Mais je ne souhaite pas... Elle s'interrompit. L'orgueil, la loyauté, ou quelque chose de plus complexe, lui serrait la gorge. « On se souvient de bêtises similaires, » dit Miss Marple comme pour elle-même. « Je me souviens d'un curé de Saint. Mary Mead qui s'était disputée avec sa mère au sujet d'un petit héritage. Ils se réconcilièrent magnifiquement lorsque la mère tomba malade. Elle vécut 10 ans de plus et lui laissa le double. Mieux vaut ne pas mesurer une séparation avant sa date. « Merci, » dit Eleanor, et les mots n'étaient pas superficiels. Miss Marple prit congé après quelques mots aimables et sortit par le couloir qui menait au petit salon. Elle avança lentement, comme le font les dames âgées, et ce mouvement la fit franchir la porte au moment même où Alice, la femme de chambre, se penchait pour ramasser un mouchoir tombé près du coffre. Ce n'était pas un mouchoir de dame, mais un mouchoir d'homme, un simple et solide lin, avec les initiales C.A. brodées en petit dans un coin. Une tache brunâtre s'était formée sur le bord, comme si une boisson collante y avait séché, et un fil bleu, comme la reliure d'une brochure, s'accrochait à la couture. « Mon Dieu, » dit doucement Miss Marple, « les hommes sont tellement négligents. Donne ça à Madame Crewe, Alice. Elle veillera à ce que ça soit rangé. » Alice, qui avait déjà pensé à le glisser dans sa poche et à le laver, rougit. « Oui, mademoiselle. » Et Alice, ajouta Miss Marple avec la même douceur désinvolte, « quand vous avez ouvert le coffre il y a peu de temps, l'avez-vous trouvé lourd ?» Alice cligna des yeux. « Je n'ai pas... Enfin, j'ai juste épousseté, mademoiselle. Madame Crewe a la clé, mais j'ai cru, quand j'ai soulevé le couvercle pour épousseter dessous, qu'il y avait une sorte de souffle. »« Un souffle, » répéta Miss Marple, comme pour essayer de deviner la saveur du mot. « C'est curieux. »« Merci, ma chère. » Elle sortit dans la lumière de midi, sentant la chaleur, l'odeur de l'herbe coupée, la résine du cèdre et le vacarme domestique et lointain de la cuisine en pleine activité. Dans l'ombre de l'herbe près du cèdre, elle s'arrêta et resta immobile. Le sol était éraflé par de nombreux pas, mais il y avait 2 marques différentes des autres, non pas les empreintes directes d'un homme marchant à grands pas, mais 2 demi-lunes profondes et rapprochées, là où quelqu'un s'était agenouillé. L'herbe s'incurvait différemment à cet endroit, et la terre, écailleuse par la rosée de la nuit précédente,
était remué de façon ordonnée et contenue. Entre ces marques, telle une petite étoile tombée sur terre, se trouvait une tête d'épingle, dure et blanche. Miss Marple se pencha. C'était surprenant avec quelle grâce elle y parvint et dégagea l'objet du bord de son gant. Un fragment de craie ou de plâtre. Non, il avait la douceur de l'émail. Quelque chose s'était ébréché, quelque chose de délicat et de dur. Un bijou de dame, peut-être, une dent même. Non, c'était fantaisiste, et elle se reprocha. Son regard parcourut un chemin confortable, l'angle de la branche de cèdre, l'ombre portée, la ligne de mire de la table de tombola au coffre. Sur le laiton du coffre, elle avait aperçu le léger grincement d'une clé pressée. Sur le couvercle, un cerne d'humidité laissé par un verre. Un homme s'était tenu là et avait posé son verre sur le coffre. Il s'était ensuite agenouillé. Peut-être pas lui, peut-être celui qui s'était approché de lui. Il n'était pas sage de se décider trop tôt. Entre le cerne et l'agenouillement, quelque chose s'était produit qui avait abouti à un papier plié et crispé. Elle se redressa et continua jusqu'au portail, où elle rencontra M. Judd, le vieux jardinier du manoir, qui entrait, casquette à la main. Il avait le visage tanné d'un homme qui a connu le mauvais temps toute sa vie. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il. « Ça va mal. »« Vraiment très pauvre, Monsieur Judd. Vous êtes avec Lady Westmacott depuis longtemps. »« 50 ans après la Saint-Michel, » dit-il avec une certaine fierté. « J'ai vu bien des mâles monter et descendre l'escalier du grenier. Ce vieux chêne, c'est un vrai calvaire à déplacer. Pardon. »« On doit pardonner aux démons quand ils sont utiles, » dit Miss Marple d'un ton sec. « Dites-moi, est-ce que ça se fermait toujours comme ça ?» Monsieur Judd parut surpris. « Comme quoi, mademoiselle ? Avec un... Pardonnez-moi, un murmure ?» Il sourit, révélant des trous. « Ouais, comme quelqu'un qui parle derrière sa main. Un peu d'air emprisonné en dessous, comme... Il y a un faux... » Il se retint brusquement, ses joues burinées se creusant d'un ton plus foncé. « Je veux dire, il y a un creux sous les planches. Les vieux coffres, c'est bizarre comme ça. »« Très étrange, » acquiesça Miss Marple. « Merci, Monsieur Judd. » Elle rentra chez elle par le chemin le plus long, c'est-à-dire qu'elle marcha lentement et réfléchit. Elle considéra l'indignation de Madame Clement, la propreté de l'inspecteur Graves, l'odeur du docteur Porter, les mains polies d'Elénore et l'haleine de la malle. Elle se souvint, pourquoi s'en souviendrait-elle maintenant, d'une vieille histoire de saint. Mary Mead, celle d'une femme de ménage qui avait conservé une bouteille de liniment contenant un excès de quelque chose qui n'en était pas du tout, celle d'une jeune fille impatiente, d'une mère ferme, et d'un petit héritage qui avait tourné au vinaigre. La nature humaine se répète avec une obstination confortable, mais elle prend de nouvelles formes pour s'adapter au contexte. Ici, elle prit la forme d'une fête, d'un papier plié et d'une malle murmurante. Dans l'après-midi, Miss Marple alla voir M. Six, le papetier, sous prétexte d'acheter une nouvelle plume. M. Sykes connaissait tout ce qu'on pouvait savoir sur les papiers de toutes sortes, et pouvait souvent deviner, à la façon dont une feuille se pliait, où elle avait été coupée. Il était bien plus utile à un esprit curieux qu'il ne le pensait. « Quelque chose de pas trop rigide, » dit Miss Marple en essayant une plume sur le morceau de papier qu'il lui avait fourni. « Je trouve qu'un stylo rigide rend la main rigide. »« Madame a un scénario très équilibré, » dit M. Six. « Un Pritchard III ferait l'affaire, ou si vous signez des chèques, l'Ironseed. »« Mais pas, » s'aventura Miss Marple. « S'il s'agissait de rédiger des documents juridiques, ceux-là nécessitent un papier différent, n'est-ce pas ?»« Du papier ministre vélin bleu, » répondit promptement M. Sykes, ravi qu'on lui demande. Le vélin offre une meilleure surface pour une écriture longue. Et pour les notes privées, les instructions des clients, ils préfèrent une feuille plus épaisse. Je vends beaucoup de feuilles au cabinet d'avocats de Marleycombe. Le cabinet de M. Arkwright prenait le mien, lorsqu'il y travaillait. « Ah !» dit Miss Marple d'une voix faible. « Et si on arrachait un coin, il resterait des fils, des petits fils bleus, le long du bord. » M. Sykes hocha la tête.
Tout à fait. Miss Marple acheta sa plume, un paquet d'aiguilles, dont elle n'avait pas besoin, et une petite bouteille de chewing-gum, dont elle pourrait avoir besoin, et sortit dans la lumière couleur miel avec le sentiment que le jour lui avait dit ce qu'on pouvait la persuader de dire. Ce soir-là, lorsque les ombres se rassemblèrent et que le premier merle lui souhaita discrètement bonsoir, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre, tricotant, et s'autorisa l'espace d'un instant à ressentir son âge. Une douleur lasse lui brûlait les yeux, et la vieille plainte « Pourquoi faut-il toujours être celui qui regarde ?» la toucha. Pourtant, elle continua à regarder. Elle pensa à l'éclat émaillé près du cèdre, peut-être d'un portrait miniature, du bord d'un bouton de manchette, ou de la tête émaillée d'une épingle à chapeau. Une épingle à chapeau, peut-être, à tête blanche, enfoncée à genoux, brisant son vernis. Une arme de femme, tranchante et à portée de main, ou d'homme. Les hommes empruntaient parfois des objets aux femmes dans des moments d'improvisation. Elle ne se laisserait pas presser. On frappe à sa porte. C'était le jeune Tommy Abbott qui faisait une course pour Madame Abbott et qui, en passant, s'arrangeait toujours pour apporter à Miss Marple la moindre nouvelle susceptible de l'amuser. « Ils ont mis un avis à la poste, » dit-il, essoufflé, à propos de l'enquête de demain, et j'ai entendu M. Graves dire « On va mettre les choses au clair. » Il dit que c'était du cœur, et... Mademoiselle, Madame Partridge raconte comment Mademoiselle Blakeley s'était disputée, et comment M. Arkwright écrivait quelque chose, et comment il est devenu tout bizarre après avoir bu sa limonade. Les yeux de Tommy brillèrent. « Et j'ai trouvé ceci, mademoiselle, près de l'endroit où se déroulait la tombola. » Il sortit, de la mystérieuse poche où les garçons gardent le monde, un petit ticket graisseux, la moitié d'un ticket de vestiaire, du genre qu'on trouve par paire, numéroté, à déchirer et à assortir. Miss Marple le prit et le retourna pensivement. Le numéro était 37. Le papier était fin, bon marché, la déchirure irrégulière, avec une fine couche de fibre bleue coincée dans l'encoche. Elle sourit à Tommy et lui donna une menthe poivrée dans un pot qui n'avait jamais déçu un visiteur de sa taille. « Merci, mon cher, » dit-elle. Lorsqu'il fut parti, elle déposa le petit billet à côté de son ouvrage, comme on placerait une petite créature amicale pour lui tenir compagnie. Les contrôles au vestiaire avaient leur utilité. On déposait un colis à l'endroit où l'on comptait retourner. On tendait l'autre moitié à un complice. On récupérait ce qu'on avait caché le moment venu. Ou encore, on en glissait la moitié dans un creux, où l'air murmurait et laissait ce murmure garder le silence. Elle croisa les mains, et son tricot glissa sur ses genoux. Le coffre avait respiré en se refermant. Monsieur Judd, qui l'avait toujours su, avait presque dit à voix haute ce qu'il savait. Il y avait un creux sous les planches. C'est dans ces creux que les familles déposaient leurs lettres, leurs portraits miniatures, leurs obligations et parfois leurs péchés. « Très bien, » dit doucement Miss Marple à la salle de repos. « S'il y a un secret là-dedans, il n'appréciera pas notre compagnie. » Elle se leva et alla à son bureau. Sur une feuille blanche, avec son nouveau Pritchard III, elle écrivit un mot à Madame Crew, lui demandant gentiment si elle pouvait venir demain matin pour l'aider à préparer le linge. Et sans se presser, elle ajouta un second mot, celui-ci à l'intention du vicaire, lui demandant de lui prêter un petit miroir à main trouvé dans les fouilles de l'église, si jamais on pouvait en trouver un. Les vieux miroirs sont plus transparents que les neufs. Ils montrent, lorsqu'on les incline justement, des choses qu'on préférerait ne pas voir. En essuyant l'encre, elle se souvint de l'odeur du docteur Porter, de l'irritation autour des lèvres et du cerne laissé par un verre sur un vieux chêne. La limonade n'est pas, en soi, une boisson dangereuse, mais la limonade, comme Madame Partridge l'avait dit à un autre moment, cache bien des choses. Le village, derrière sa fenêtre, poursuivait son existence ordinaire et décente. Les bouilloires chantaient, les pas du dernier facteur s'éteignaient, un chien aboyait pour rien qu'il ne voulait expliquer, et dans le manoir, une vieille malle, descendue du grenier pour un moment d'utilité publique, puis rappelée à l'honneur privé,
reposait dans l'obscurité, murmurant pour elle-même. Si l'on avait collé l'oreille au couvercle, on aurait pu l'entendre raconter une histoire de lettres pliées 2 fois et cachetées avec soin, de clés glissées à la hâte, d'un verre qui laissait sa marque, et peut-être d'une étroite chose d'émail et d'acier qui avait mordu une fois et brisé son vernis en mordant. Miss Marple éteignit sa lampe et alla se coucher. Son sommeil, lorsqu'il vint, était celui de ceux qui sont patients sans se résigner. Elle n'avait aucune intention de se résigner. On parlerait encore demain. L'inspecteur Graves aimait tirer des conclusions, et les conclusions, comme les chapeaux, lui allaient. Mais Miss Marple préférait en essayer plusieurs avant de décider qu'un seul lui convenait. Le lendemain matin, munie d'un miroir à main et d'un bout de ficelle, et sous le prétexte agréable de faire la poussière, elle rendrait une nouvelle visite à la malle murmurante. Chapitre 4. L'enquête à Marlécombe. Le tribunal du coroner de Marlécombe était une petite salle carrée aux hautes fenêtres laissant entrer plus de courant d'air que de lumière naturelle. Ses bancs nus, polis par des générations de villageois mal à l'aise, étaient déjà occupés lorsque mademoiselle Marple arriva ce matin-là, escortée de madame Clement, qui déclara que c'était son devoir d'y assister. L'épouse du vicaire, en effet, ne manquait jamais une enquête si elle le pouvait, car elle considérait ces occasions non seulement comme solennelles, mais aussi comme socialement instructives. Miss Marple s'installa tranquillement dans un coin, discrète dans sa veste noire impeccable et son chapeau de paille. Elle semblait absorbée par son tricot, mais rien ne manquait à ses yeux bleu pâle, vifs et clairs. L'inspecteur Graves présidait sa petite suite, l'air convaincu de l'issue. Le coroner, un homme corpulent qui n'aimait pas les histoires, ouvrit la procédure avec efficacité. Le docteur Porter fut appelé en premier et témoigna d'un ton posé. Monsieur Charles Arkwright, âgé de 64 ans, s'était effondré et était décédé lors de la fête de Rose Hill. La cause immédiate semblait être une insuffisance cardiaque. Il y avait, ajouta-t-il prudemment, une légère irritation des lèvres, mais elle aurait pu être causée par des cornichons ou d'autres aliments acides. La cour murmura, et madame Clément murmura à Miss Marple. Des cornichons, en effet, une explication peu convaincante. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement, et elle ne dit rien. Puis vint madame Partridge, qui fit un récit saisissant et très concis de l'après-midi. Selon elle, M. Arkwright était de très bonne humeur jusqu'à ce qu'il reçoive un mot, après quoi son teint changea radicalement. Il avait bu un verre de limonade, dit-elle, et s'était presque aussitôt évanoui. « Je suis fermement convaincue, conclut-elle de sa voix la plus vibrante, que cet homme a été empoisonné. » Le coroner, réprimant un soupir, la remercia gravement et lui fit signe de descendre. Plusieurs autres personnes ont témoigné, la plupart sans conséquence, jusqu'à ce que mademoiselle Eleanor Blakely soit enfin appelée. Le silence se fit dans la salle, car tout le monde avait entendu les rumeurs de dispute. Eleanor entra avec une dignité tranquille, bien que sa pâleur et les légers cernes sous ses yeux, semblables à des bleus, trahissent des nuits blanches. Elle répondit calmement aux questions, avouant avoir parlé sèchement à son oncle cet après-midi-là. « Nous étions en désaccord sur une affaire familiale, dit-elle. Ce n'était pas grave. Nous avions souvent été en désaccord auparavant. Mon oncle était un homme difficile parfois. » L'inspecteur Graves la pressa. « Admettez-vous que vous étiez en colère, mademoiselle Blakely ? » « J'avoue que j'étais vexée, » dit-elle en levant le menton. « Mais je ne lui souhaiterais jamais de mal. » Le tribunal du coroner, malgré ses peintures ternes et ses planches nues, semblait chargé d'une énergie électrique. Un murmure parcourut les bancs. Voilà la querelle, voilà le mobile. Miss Marple, cependant, remarqua les mains tremblantes de la jeune fille et la façon dont son regard se porta une seule fois, vers Lady Westmacott, assise raide au fond, les lèvres pincées. Finalement, le papier trouvé dans la main de M. Arkwright fut présenté. L'inspecteur Graves le déplia d'un air triomphant. Il s'agissait apparemment d'une lettre à moitié écrite adressée à son avocat à Marlécombe. Son contenu était bref mais suggestif,
Certaines choses ne peuvent rester cachées. J'ai l'intention de faire une révélation complète. Le coffre. Là, l'écriture s'est interrompue. Un frémissement parcourut la cour comme le vent sur les hautes herbes. Le tronc. Tout le monde s'en souvenait maintenant, se dressant à la fête, ce lourd coffre en chêne avec ses montures en laiton. Madame Clément se pencha en avant, les yeux brillants. Là, vous voyez, il allait révéler quelque chose d'effroyable. Peut-être à propos de sa nièce. L'inspecteur Graves hocha gravement la tête. « Je crois, dit-il, que M. Arkwright avait l'intention de modifier son testament ou de révéler un secret préjudiciable. La tension du moment, combinée à la chaleur estivale, était trop forte pour son cœur affaibli. Le coroner a résumé brièvement les faits, penchant fortement pour l'avis de l'inspecteur. Après une brève délibération, le jury a rendu le verdict attendu. Mort par cause naturelle, accélérée par l'excitation. Un vacarme mêlé de soulagement et de déception se fit entendre à la sortie du tribunal. Certains étaient ravis de clore l'affaire. D'autres, comme Madame Partridge, étaient frustrés de se voir refuser un scandale. Eleanor Blakely s'éclipsa rapidement, le visage figé, tandis que Lady Westmacott la suivait d'un pas royal et définitif. Seule Miss Marple s'attarda un instant, repliant soigneusement son tricot dans son sac. Elle avait observé deux choses importantes. Premièrement, le soulagement d'Eleanor face au verdict semblait trop mêlé à autre chose, de la peur peut-être, ou une autre forme de culpabilité. Deuxièmement, lorsque le papier fut déplié, les yeux de Lady Westmacott s'étaient plissés brusquement, comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle espérait ne jamais revoir. Tandis que Miss Marple retournait lentement au poste, elle réfléchissait au verdict. Les causes naturelles étaient toujours une conclusion sûre, mais elle n'avait jamais vu la nature humaine aussi lucide. Il y avait des irritations inexplicables par des cornichons, des querelles qui ne naissaient pas pour des broutilles, et des mâles qui chuchotaient parce que quelque chose en elles brûlait d'envie de parler. Ce soir-là, alors que les ombres s'allongeaient dans son jardin de sein, Mary Mead, Miss Marple posa sa tasse de thé et murmura pour elle-même. Un verdict de cause naturelle est souvent la chose la plus contre nature qui soit. Chapitre 5. Une mauvaise direction. L'enquête ayant rendu son verdict, la plupart des villageois de Rose Hill se contentèrent de laisser tomber l'affaire. Ils hochèrent la tête, évoquèrent gravement les incertitudes de la vie et retournèrent à leur jardin et à leur commérage. Mais l'inspecteur Graves n'était pas entièrement satisfait. Un vague malaise subsistait, non pas parce qu'il doutait de sa propre conclusion, il n'était pas homme à douter de lui-même, mais parce que les discussions au village refusaient de s'apaiser. On voulait un coupable, pas seulement le destin. Et lorsque les villageois cherchent un coupable, un policier trouve prudent de le leur fournir. L'après-midi suivant, il était généralement admis que la dispute de mademoiselle Eleanor Blakely avec son oncle devait avoir une signification plus sombre. Madame Partridge assura à tous ceux qui voulaient y l'entendre qu'elle était pâle comme un fantôme et vue en pleurs, avant et après la fête. Une rumeur commença à circuler selon laquelle M. Arkwright avait menacé de la rayer de son testament. Personne ne savait si un tel testament existait, mais l'histoire était trop commode pour qu'on puisse y résister. L'inspecteur Graves, qui se targuait d'écouter le bon sens des gens, convoqua mademoiselle Blakely au poste de police pour une nouvelle conversation. Elle s'y rendit, accompagnée de Lady Westmacott, dont les manières majestueuses dissimulaient une tension sous-jacente. Graves s'éclaircit la gorge, prenant son air le plus officiel. « Vous avez été la dernière à être vue en train de parler avec votre oncle, mademoiselle Blakely. » Des témoins disent que la conversation était animée. « C'était vrai, » admit Eleanor d'un ton ferme, « mais je te l'ai déjà dit, nous n'étions pas d'accord. C'est tout. Et le sujet de ce désaccord ?» Elle hésita, jeta un coup d'œil à sa tante et répondit « C'est une affaire personnelle. Je ne vois pas que cela concerne qui que ce soit d'autre. » « Au contraire, » dit Graves, la moustache hérissée. « Si votre oncle est décédé peu de temps après, tout nous concerne. Je dois vous avertir que toute dissimulation d'informations pourrait vous mettre en mauvaise posture. » Lady Westmacott intervint froidement. «
Ma nièce n'a aucune raison de se taire. Elle a suffisamment répondu à vos questions. Vous ne cherchez pas, j'espère, à l'intimider. » Graves rougit et remua ses papiers. Il détestait les interférences, surtout celles des dames de haut rang. Pourtant, malgré ses fanfaronnades, le silence d'Elénor lui sembla un aveu. Il la laissa partir, mais son esprit avait déjà formulé une conclusion. Elénor Blakely était sa suspecte. Le soir même, le village vibrait d'une nouvelle certitude. À l'auberge, le propriétaire confia à un groupe d'amis que la police la surveillait. À la boutique de Madame Jeffries, la jeune Madame Abbott murmura « On dit qu'elle sera arrêtée avant la fin de la semaine. » Et à la poste, le vieux Monsieur Pritchard déclara qu'il l'avait toujours trouvée un peu prétentieuse. C'est sur fond de soupçons et de conjectures que Miss Marple se rendit discrètement au presbytère. Le révérend Clément était absent, mais sa femme l'accueillit chaleureusement. Autour d'une théière et d'une tartine fine, Madame Clément déversa ses opinions avec délectation. « Bien sûr que c'est la fille qui l'a fait. Ce sont toujours les jeunes femmes qui sont les plus téméraires. J'imagine qu'elle a mis quelque chose dans la limonade à l'insu de tous. Ce genre de choses arrive tous les jours dans les romans. » Miss Marple sourit faiblement. « Oui, tout à fait. Mais dans la vraie vie, j'ai généralement observé que les jeunes femmes sont plus souvent soupçonnées que coupables. La société attend d'elles de la passion, et la passion constitue une explication commode. » Madame Clément parut un peu décontenancée. « Vous voulez dire que vous n'y croyez pas ? » ?»« Ma chère, » dit Miss Marple avec douceur, « je crois très peu, tant que je n'ai pas réfléchi à toutes les petites choses ordinaires. La vérité comme la broderie se révèle mieux dans les détails. » Sur le chemin du retour, Miss Marple rencontra la jeune Alice, la femme de chambre du manoir de Rose Hill. La jeune fille parut troublée, et à la vue de Miss Marple, son teint s'empourpra. « Quelle horreur, mademoiselle !» balbutia-t-elle, et ils disent à la pauvre Miss Elénor. « Oh, ce n'est pas bien. »« Tu ne penses pas qu'elle aurait pu faire du mal à son oncle ?» Alice secoua vigoureusement la tête. « Non, mademoiselle. Quoi qu'elle lui ait dit, elle n'est pas cruelle. Elle s'est occupée de lui, l'a porté et l'a ramené, toujours à l'écoute de ses papiers. Cette dispute portait sur autre chose. Quelque chose qu'il avait dit à madame, je crois. »« En effet, » dit doucement Miss Marple. « Et comment le savez-vous, ma chère ?» La jeune fille se mordit la lèvre. « Seulement ce que j'ai entendu, quand je suis allée polir la malle. Mademoiselle Éléonore pleurait, non pas pour elle-même, mais pour madame. Elle a dit qu'elle ne resterait pas les bras croisés à voir sa tante tourmentée. Je l'ai entendu dire. Mieux vaut que tout soit dit que de souffrir en silence. » Et puis elle a couru à l'étage. Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Merci, Alice. C'est très utile. » Elle poursuivit son chemin, pensive. La querelle ne portait donc pas sur la fortune d'Elénor, mais sur le passé de Lady Westmacott. Et M. Arkwright s'apprêtait à faire une révélation complète. Était-il possible que le secret ne soit pas entre les mains de la nièce, mais de la tante, la digne et intouchable Lady Westmacott? Le lendemain matin apporta un rebondissement inattendu. Une seconde agitation se répandit dans le village. Quelqu'un avait tenté, sous le couvert de la nuit, de forcer la vieille malle en chêne du petit salon du manoir. La serrure avait été forcée maladroitement, laissant de profondes rayures dans le laiton. Apparemment, rien n'avait été volé. La malle, une fois ouverte, semblait vide, à l'exception de quelques vieux châles et registres. Pourtant, la tentative elle-même était surprenante. L'inspecteur Graves, le visage rouge de colère, déclara que c'était l'œuvre de fauteurs de troubles. Mais Miss Marple, lorsqu'elle apprit la nouvelle, tricota en silence quelques minutes avant de se dire « Lorsqu'une chose paraît vide, on peut être sûr qu'elle contient précisément ce que chacun recherche. Seulement, il faut la chercher au bon endroit. » Et elle se souvenait avec une clarté particulière de la phrase à moitié avalée de M. Judd, le jardinier. « Il y a un faux. » Miss Marple savait que le mauvais suspect avait déjà été choisi, mais le véritable secret résonnait encore au creux de la vieille malle. Chapitre 6. Les ombres du passé. Le lendemain de la tentative d'effraction au manoir de Rose Hill, le village fut saisi par une nouvelle vague de spéculation.
Le fait que quelqu'un ait trafiqué la vieille malle donna un regain d'énergie aux rumeurs. Ils étaient désormais certains, que la mort de M. Arkwright n'était pas une simple question de chaleur et de faiblesse. Sinon, pourquoi un mystérieux intrus se risquerait-il à forcer une serrure en pleine nuit? Madame Partridge, avec l'autorité de quelqu'un qui prétend toujours avoir connaissance de l'affaire, a insisté sur le fait que le coffre devait contenir des documents des plus choquants, de faux testaments ou des lettres compromettantes. D'autres ont suggéré des bijoux, des trésors secrets, ou même, à voix basse, une arme. Miss Marple, assise à la fenêtre de son cottage avec son thé, écoutait tout cela avec son air habituel de douceur et d'acceptation. Mais elle savait qu'il n'en était rien. Une malle vide n'attire pas les cambrioleurs, et le léger murmure qu'elle faisait une fois fermée suggérait que vide n'était qu'une apparence superficielle. Au manoir de Rose Hill, Lady Westmacott supporta le désordre avec un calme glacial. Elle assura à l'inspecteur qu'il n'y avait rien d'important dans le coffre, seulement du vieux linge de maison. Mais son regard, d'ordinaire si calme et autoritaire, trahissait une étrange lueur de malaise. Eleanor Blakely, au contraire, semblait surexcitée. Elle était pâle, les mains agitées, comme si elle avait envie de se confier sans y parvenir. Elle observait sa tante attentivement, presque d'un air protecteur, comme pour la protéger de dangers inavoués. Miss Marple, qui était venue poliment proposer ses services pour raccommoder une dentelle, trouva l'atmosphère de la maison chargée de tension. Au cours du thé, elle lança une de ces remarques apparemment ingénues. « Les vieilles malles sont des choses curieuses, » dit-elle doucement. « Je me souviens qu'un jour, à St. Mary Mead, une famille a failli se disputer à cause d'une vieille commode. On la croyait vide, jusqu'à ce qu'on découvre un faux fond. Derrière, il y avait des lettres d'une délicatesse inouïe. On n'aurait jamais imaginé qu'un meuble aussi modeste puisse cacher autant de malice. » Pendant un instant, la tasse de thé de Lady Westmacott s'entrechoqua contre sa soucoupe. Eleanor lança un regard perçant à Miss Marple, mais Lady Westmacott se reprit presque aussitôt. « C'est extraordinaire, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Mais de tels mélodrames n'ont pas leur place à Rose Hill. Notre coffre n'est qu'un héritage, rien de plus. »« Ah, » dit Miss Marple avec un petit soupir, « on le pense si souvent. Pourtant les malles et les armoires ont le don de garder leurs secrets. Elles se souviennent plus fidèlement que les gens. Cette nuit-là, le deuxième incident s'est produit. C'était une soirée calme, lourde du parfum des roses, lorsqu'Eleanor Blakely disparut. Elle était sortie se promener juste après le dîner, disant à sa tante qu'elle avait besoin d'un peu d'air. Les heures passèrent et elle ne revint pas. À 11 heures, Lady Westmacott était dans un état d'agitation extrême. La police fut appelée et les villageois, tirés de leurs lits, se joignirent aux recherches. Des lanternes flottaient le long des haies, des voix l'appelèrent dans la nuit d'été. Finalement, près du cèdre où M. Arkwright était tombé, on retrouva Eleanor, effondrée sur l'herbe, pâle comme la mort. Une petite fiole de verre reposait à côté d'elle. L'inspecteur Graves a été prompt à prononcer son verdict. « Une tentative d'automutilation », a-t-il déclaré. « La culpabilité et la peur l'ont poussée à cela. Elle est notre coupable, et maintenant elle a avoué par son propre acte. » Mais Miss Marple, se penchant sur la jeune fille avec une rapidité surprenante pour son âge, comprit aussitôt que la situation n'était pas si simple. Le pouls d'Eleanor battait faiblement mais régulièrement. Le liquide contenu dans la fiole ne sentait pas le poison, mais un sédatif inoffensif, à peine effleuré. Et il y avait une marque sur son poignet, la faible empreinte rouge des doigts qu'il avait serrés, peut-être trop fort. « Elle n'est pas tombée ici de son plein gré, » murmura Miss Marple. « On l'a amenée et repartie, et quelqu'un a voulu que les choses se passent autrement. » Au matin, le village était divisé. Certains plaignaient Eleanor, d'autres la condamnaient. Mais dans sa chaumière, Miss Marple était assise à son tricot, l'esprit occupé à composer des motifs. 2 morts,
ou presque, reliée par une malle, une lettre brisée avec les mots « la malle ». Une jeune fille trop loyale pour trahir sa tante, une dame digne dont le regard trahissait une vieille peur. Lentement, alors que la journée d'été se déroulait devant sa fenêtre, Miss Marple commença à voir l'ombre de la vérité. Chapitre 7. Chuchotement de confiance. Eleanor Blakely resta alitée au manoir de Rose Hill pendant 2 jours après son malaise. Le docteur Porter lui rendait visite matin et soir, lui prescrivant du repos, un bouillon léger et une absence d'excitation. Lady Westmacott s'occupait de sa nièce avec un mélange de sévérité et de protection. Elle refusait toute visite du village, la déclarant trop fragile pour être dérangée. Cela, bien sûr, n'a rien fait pour dissiper les rumeurs. Au contraire, cela n'a fait qu'attiser le feu. Chez Madame Jeffries, les acheteurs de pain ont déclaré Eleanor coupable sans l'ombre d'un doute. À la poste, M. Pritchard a secoué la tête d'un air grave et a déclaré s'être toujours attendu à une tragédie de ce genre. Et à l'auberge, le propriétaire a laissé entendre sombrement que ceux qui tentent de se taire le font par conscience. Miss Marple, cependant, ne se contentait pas des verdicts du village. Elle avait vu la marque sur le poignet d'Eleanor, la fiole de sédatifs intacte et l'étrange disposition délibérée de son corps sous le cèdre. Tout cela suggérait un dessin et un concepteur. Le 3e après-midi, Miss Marple se rendit lentement au manoir avec un panier de groseilles à maquereaux précoces, un geste de paix qu'aucune gouvernante ne pouvait refuser. Madame Crewe, après une réticence initiale, la conduisit dans le petit salon, où Eleanor, pâle mais posée, était assise avec son métier à broder. « Ma chère enfant, dit Miss Marple avec sa douceur désuète, j'ai été si bouleversée d'apprendre ton malaise. C'est si pénible quand on ne veut pas faire ce qu'on veut. » Eleanor sourit faiblement. « Merci, Miss Marple. Je vais mieux maintenant. » Il y eut un silence, seulement rempli par le tic-tac de la petite horloge de la cheminée. Puis Eleanor baissa les yeux vers sa broderie. « Ils pensent tous que c'est moi, » dit-elle doucement, « que je me suis disputée avec lui et que j'avais des raisons. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent tandis qu'elle s'installait à côté d'elle. « Ma chère, » dit-elle, « au cours de ma longue vie, j'ai remarqué que les gens pensent presque toujours à ce qui est le plus facile à penser. Cela leur évite des ennuis. Mais ce qui est facile n'est pas toujours vrai. » La fille la regarda rapidement. « Tu ne crois pas que c'est moi qui l'ai fait ? » « Je crois, » dit Miss Marple pensivement, « que vous êtes très loyal. Et la loyauté, bien qu'admirable, conduit souvent à des difficultés. Vous ne vous disputiez pas à propos de vous-même, mais à propos de votre tante, n'est-ce pas ?» Un souffle s'échappa des lèvres d'Eleanor. Elle resta silencieuse un long moment, puis murmura « Comment le savais-tu ?»« On apprend à écouter, » dit Miss Marple avec douceur. « Et j'ai connu une jeune femme de sein, Mary Mead, qui se disputait violemment avec son père. Tout le monde pensait que c'était à cause de son mariage. Mais ce n'était pas le cas. C'était parce qu'il était cruel envers sa mère. On se dispute rarement pour les raisons qu'on lui prête. » Éléonore perdit son sang-froid. Elle serra les mains. « Il l'a menacée, » dit-elle. « Il a dit qu'il révélerait quelque chose d'il y a longtemps, quelque chose qu'elle a caché toute sa vie. Il prenait plaisir à la tourmenter. C'est pourquoi j'ai dit que je préférais que la vérité éclate plutôt que de la voir souffrir. » Et la vérité ? La voix de Miss Marple était très douce. La jeune fille secoua la tête. « Je ne peux pas te le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Seulement, il y avait une raison à sa mort. Et je crois que quelqu'un l'a réduit au silence avant qu'il puisse parler. » Plus tard, lorsque Miss Marple quitta le manoir, elle s'attarda un instant dans le jardin. Le cèdre se tenait silencieux, son ombre s'étendant sur l'herbe. La fenêtre du salon, où reposait le vieux tronc, reflétait le soleil d'une lueur terne. C'est là qu'elle rencontra M. Judd, le jardinier, en train de tailler des rosiers. Il toucha sa casquette. « Pardon, Miss Marple, Madame dit de brûler ces vieilles tailles. Mais je dis que brûler ne détruit jamais rien de bien réel. Ça laisse des cendres, et les cendres parlent d'elles-mêmes.
C'est tout à fait vrai, dit Miss Marple avec un regard perçant. Et les mâles, elles aussi, laissent parfois des traces, même quand on les croit vides. Le vieil homme hésita. Pardon, mademoiselle, ce coffre en chêne a un double fond. Il en a toujours eu un. Mon père le savait, et je le sais aussi. J'ai pensé en parler à madame, mais je ne l'ai jamais fait. Ça ne me regardait pas. Mais peut-être. Il s'interrompit et secoua la tête. Il vaut mieux le laisser tranquille, peut-être. Miss Marple le remercia et s'éloigna lentement, l'esprit occupé. Un double fond, c'est bien ce que murmurait la malle. La lettre à moitié terminée, la tentative d'effraction, les disputes murmurées, tout indiquait quelque chose de caché là. Ce soir-là, Miss Marple reçut madame Clement à son cottage pour le thé. Elle s'exprima, comme à son habitude, par anecdote plutôt que par conclusion directe. « Je me souviens, dit-elle, d'une amie très chère qui gardait son trousseau dans un coffre en cèdre. À sa mort, il fut vendu aux enchères. L'acheteur découvrit un compartiment secret contenant des lettres qui fit un scandale. C'est si fréquent, vous ne trouvez pas ? Les choses que l'on croit bien rangées ont tendance à réapparaître au moment où on les désire le moins. Madame Clément, les yeux écarquillés, se pencha avec empressement. « Suggérez-vous que la malle Westmacott renferme un tel secret ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je ne suggère rien, ma chère. Je remarque simplement que les mâles regorgent de surprises, et que parfois, lorsqu'un homme meurt subitement, une lettre à la main, la véritable cause de sa mort peut ne pas résider dans son miroir, mais dans le placard. » Madame Clément frissonna d'excitation. « C'est palpitant. Mais quel est le secret, à votre avis ?» Miss Marple croisa les mains. « Voilà, ma chère, ce que nous devons découvrir. Les secrets, comme les graines, germent toujours, si l'on a la patience d'attendre. » Et tandis que les ombres du soir s'amassaient, Miss Marple resta assise, immobile, le regard pensif. Le mauvais suspect avait été choisi. La véritable histoire se cachait sous les ferrures de laiton et les panneaux de chêne, attendant que la main droite soulève le double fond de la malle murmurante. Chapitre 8. Ce que cachait le coffre. L'air matinal de Rose Hill était imprégné d'une douce odeur de foin coupé, même si l'atmosphère du village était loin d'être paisible. L'évanouissement d'Eléonore, le verdict insatisfaisant de l'enquête et la tentative de forçage du tronc de chêne avaient perturbé la population. Un silence régnait sur les conversations habituelles à la boutique de Madame Jeffries, et même Madame Partridge était devenue prudente dans ses commérages, ce qui, pour ceux qui la connaissaient, était plus alarmant que son exubérance habituelle. Miss Marple, cependant, continua comme si de rien n'était. Le matin même, elle se présenta au manoir de Rose Hill, soi-disant pour aider Madame Crew à s'occuper du linge. La gouvernante, d'abord troublée, céda rapidement à la gentillesse et à l'aide pratique de Miss Marple. C'est ainsi, tout naturellement, que Miss Marple se retrouva dans le petit salon, à polir un petit miroir à cadre argenté qu'elle avait apporté pour attraper le soleil dans les coins sombres. « Quelles choses ennuyeuses, ces mâles !» observa Miss Marple d'un ton doux, en époussetant le lourd coffre en chêne. « Elles ne sont jamais là où on les veut, et toujours trop lourdes pour être déplacées facilement. J'imagine que la famille a caché bien des secrets ici. » Madame Crew renifla. « Ces vieilleries sont plus pénibles qu'elles n'en valent la peine. Si j'avais le choix, je les casserais pour faire du feu. » Elle quitta la pièce pour aller chercher de la lavande pour le linge, laissant Miss Marple seule. Avec beaucoup de précaution, avec l'agilité de mains habituées aux points délicats, Miss Marple sortit de son sac à tricot un morceau de ficelle fine. Elle l'attacha autour de son petit miroir et introduisit le verre dans le coffre par l'étroite ouverture du couvercle. Le miroir capta la faible lumière et se refléta vers le haut. L'espace d'un instant, elle ne vit qu'une ombre. Puis, elle était là, une cavité peu profonde sous les planches, et à l'intérieur, plié et aplati, un petit portefeuille en cuir. Le regard de Miss Marple devint perçant. Elle n'y toucha pas. Elle ne touchait jamais plus que de raison.
Mais elle remarqua que la poussière le long du bord intérieur était remuée, que les ferrures en laiton portaient une légère trace de vernis, là où quelqu'un avait maladroitement mis la main à l'intérieur. Quelqu'un d'autre avait trouvé le portefeuille avant elle, ou avait essayé. Ce soir-là, dans l'intimité de son cottage, Miss Marple reçut une visiteuse des plus inattendues. C'était Eleanor, encore pâle, mais déterminée. Elle referma fermement la porte derrière elle. « Mademoiselle Marple, dit-elle, je ne peux plus me taire. La tranquillité d'esprit de ma tante en dépend. Vous devez connaître la vérité, ou une partie. Asseyez-vous, ma chère, dit doucement Miss Marple en versant du thé. Il vaut mieux dire la vérité en silence. Eleanor joignit les mains. Il y a des années, avant d'épouser mon oncle Westmacott, ma tante a été trompée. Un homme en qui elle avait confiance l'a trahie. Et il y avait des lettres qu'elle croyait détruites. Mon oncle Arkwright les a obtenues d'une manière ou d'une autre. Il a menacé de tout révéler, de ruiner sa réputation. C'est pour cela qu'elle le craignait, que je me suis disputé avec lui. La malle appartenait à sa famille. Je crois que ces lettres y étaient cachées il y a longtemps. Miss Marple hocha lentement la tête. Oui, ma chère, je le crois aussi. Et maintenant, murmura Eleanor, ils ont disparu. Quelqu'un les a pris. Ma tante ne dit rien, mais je sais qu'elle craint d'être démasquée. Miss Marple posa sa tasse. Disparu, ou peut-être simplement déplacé. Les secrets sont rarement assez complaisants pour disparaître complètement. Mais réfléchissez, si ces lettres étaient la seule arme que possédait M. Arkwright, alors sa mort soudaine fut d'une grande utilité. Pour quelqu'un. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. « Tu veux dire ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je veux dire, ma chère, que lorsqu'un homme se livre au chantage, il ne vit pas toujours assez longtemps pour en profiter. La nature humaine, dans sa nature même, a le don de réduire au silence ceux qui profitent de la honte d'autrui. » Le lendemain matin, l'inspecteur Graves fit une déclaration spectaculaire à l'auberge. « De nouvelles preuves ont été découvertes, » déclara-t-il. Un portefeuille, caché dans le coffre, contenait de vieilles lettres compromettantes. Preuve, s'il en était besoin, du mobile. Mademoiselle Eleanor Blakely avait les meilleures raisons de souhaiter que son oncle soit réduit au silence. « Je vais prendre les mesures qui s'imposent. » Les villageois exhalèrent un soupir de satisfaction. L'histoire était devenue délicieusement complète. Seule Miss Marple, sirotant son thé à la fenêtre de son cottage, s'autorisa un léger hochement de tête. Elle savait que ce n'était pas Eleanor qui avait ouvert ce double fond et extrait ces lettres. Non, c'était une autre main, plus expérimentée, plus désespérée, et peut-être, pensa-t-elle, déjà en train de préparer son coup final. « La vérité, murmura-t-elle pour elle-même, est toujours pliée, comme une lettre qui attend d'être lue. » Chapitre 9. Une seconde ombre. La découverte des lettres enflamma Rose Hill d'excitation. Bien que peu de gens les aient vues, la rumeur de leur existence se répandit comme une traînée de poudre. Pour certains, elles étaient la preuve d'un scandale en haut lieu. Pour d'autres, elles étaient simplement la preuve de la culpabilité d'Eleanor Blakely. L'inspecteur Graves, avec la satisfaction d'un homme qui se croit innocenté, redoubla d'efforts pour relier la jeune fille à la mort de son oncle. Mais Miss Marple ne s'y trompait pas. Assise tranquillement dans son salon, elle retournait la question dans sa tête tout en tricotant. Qui avait manipulé ces lettres? Qui les avait cachées si facilement pour que la police les trouve? Son instinct lui disait que c'était trop soigné, trop théâtral. Et le théâtre est rarement l'œuvre de l'innocence. Le rebondissement suivant se produisit 2 nuits plus tard. Alice, une servante du manoir de Rose Hill, se précipita au village, terrorisée. Elle était allée tirer les rideaux dans le petit salon lorsqu'elle entendit un bruit, le frottement du métal sur le bois, et aperçut une silhouette, masquée et encapuchonnée, penchée sur le tronc du chêne. Avant qu'elle puisse crier, la silhouette s'enfuit par la porte-fenêtre et disparut dans le jardin. À leur arrivée, lanternes à la main, les villageois trouvèrent le coffre une fois de plus forcé. Mais cette fois, le portefeuille de lettres avait disparu.
L'inspecteur Graves fulminait d'une indignation justifiée. « De toute évidence, mademoiselle Blakely a des complices, » tonna-t-il. « C'est une tentative de dissimuler des preuves. Cela ne fait que confirmer sa culpabilité. » Miss Marple, arrivée en retard, remarqua la moquette éraflée près du coffre, la marque d'une botte au talon usé et un petit fil accroché à la charnière en laiton, de la soie cramoisie, le genre de soie souvent utilisée pour les cravates des hommes. Elle ne dit rien, mais son regard était pensif. Le lendemain matin, Rosehill se réveilla avec une nouvelle encore plus terrible. Monsieur Judd, le jardinier du manoir, avait été retrouvé mort dans sa chaumière à l'orée du domaine. Il s'était effondré près de son foyer, sa pipe toujours à la main. Le médecin fut appelé et marmonna des « causes naturelles », mais le village en avait déjà décidé autrement. « 2 morts en autant de semaines », annonça Madame Partridge d'un ton sombre au bureau de poste. « Vous pouvez appeler ça une coïncidence, mais moi, je dis qu'il y a un meurtrier dans les parages. » Miss Marple se dirigea tranquillement vers la maison du jardinier, où Alice, pâle et en larmes, l'accueillit. « Il était gentil, mademoiselle, » dit la jeune fille. « Il parlait toujours franchement. Il m'a parlé un jour du faux fond du coffre, et maintenant, il est mort. » À l'intérieur, Miss Marple se pencha pour examiner les affaires du vieil homme. Rien d'inhabituel, à part un bout de papier près de sa chaise. Un ticket de vestiaire déchiré, numéroté 37. Son bord dentelé correspondait exactement au billet que le jeune Tommy Abbott lui avait donné un jour. Miss Marple pinça les lèvres. « Ah !» murmura-t-elle. « C'est donc là que l'autre moitié était conservée. » Et M. Judd devait en savoir trop. Le soir, le village était un véritable bourbier de peur. 2 hommes morts, une jeune fille suspectée, et maintenant des rumeurs de chantage et de scandale. La police s'accrochait obstinément à sa théorie de la culpabilité d'Eleanor. Mais Miss Marple, dans le calme de son petit salon, reconstituait son puzzle. Les tickets de vestiaire, les lettres manquantes, la légère irritation aux lèvres de M. Arkwright, le fil de soie cramoisi. Tout cela était une maille d'un motif plus vaste. Elle posa son tricot et regarda le feu. Quelqu'un à Rosehill tisse un tissu très dangereux, elle pensait. Et si je ne me trompe pas, le prochain nœud sera bientôt noué. Chapitre 10. Dessiner le filet. La pluie était tombée pendant la nuit, laissant les ruelles de Rosehill humides et luisantes. Les villageois, cependant, étaient bien trop absorbés par leur propre excitation pour remarquer le temps. La mort subite de M. Judd était sur toutes les lèvres. Certains affirmaient qu'il était mort de choc après le vol au manoir. D'autres chuchotaient qu'il s'agissait d'un acte criminel. Quelques-uns laissaient entendre, avec une satisfaction sombre, qu'il en avait toujours trop. Au poste de police, l'inspecteur Graves était vif et triomphant. 2 décès, une tentative de suicide et une collection de lettres compromettantes, a-t-il déclaré. Il ne fait aucun doute que mademoiselle Eleanor Blakely est au cœur de tout cela. Le jury de son procès n'hésitera pas. L'agent Hawkins s'agita, mal à l'aise. « Pardon, monsieur, mais la jeune Miss Blakely ne me semble pas du genre à manipuler du poison. » Graves se hérissa. « Les femmes sont capables de tout quand leur réputation est en jeu. » Ne laissez pas les sentiments obscurcir votre jugement, Hawkins. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait son propre chemin, qui n'était ni rapide ni triomphal, mais tranquillement déterminé. Elle rendit visite au docteur Porter, soi-disant pour s'enquérir des engelures d'une voisine, mais en réalité pour glaner ce qu'elle pouvait des dernières heures de M. Judd. « Rien de remarquable, » dit le médecin. « Une crise soudaine, peut-être. » L'homme était âgé. « Les vieillards, » dit doucement Miss Marple, « ne meurent pas souvent au moment même où ils ont des connaissances importantes à partager. Je crois que vous avez déjà observé une telle chose, docteur, à Marleycombe. Un témoin décédé la veille d'un procès. » Le médecin parut surpris. « Oui, mais il a été prouvé que ce cas était dû à du poison, glissé dans une boisson. Vous ne voulez pas dire ?» Miss Marple inclina la tête, mais ne dit rien de plus. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite à Lady Westmacott. La grande dame était dans le salon, droite et majestueuse comme toujours,
même si ses yeux trahissaient la fatigue. Éléonore était assise à proximité, pâle mais résolue, sa broderie en désordre sur ses genoux. « Ma chère Lady Westmacott, commença Miss Marple, je suis venue au sujet d'une petite affaire. La malle. Des objets si curieux, ces malles. Elles contiennent souvent plus qu'elles ne le laissent comparaître. » Lady Westmacott se raidit. « Ce coffre est un héritage familial. Il ne nous a causé que du chagrin. Je serais heureuse de ne plus jamais le revoir. »« Ah !» dit doucement Miss Marple, mais d'autres y ont vu une cachette pour des lettres très délicates. Il me semble, Lady Westmacott, que les lettres étaient moins dangereuses que l'homme qui les détenait. Monsieur Arkwright prenait plaisir à se faire tourmenter. C'est un divertissement cruel, mais il arrive que de tels divertissements soient interrompus. Éléonore leva rapidement les yeux, mais sa tante resta silencieuse, les lèvres serrées. Miss Marple poursuivit d'un ton doux et conversationnel. « La police croit Éléonore coupable. Elle continuera de le croire, à moins qu'on lui montre une autre vérité. Et la vérité, d'après mon expérience, ne reste pas cachée. Elle a tendance à s'échapper, comme l'air qui s'échappe d'un coffre, en chuchotant, pourrait-on dire. » La main de Lady Westmacott trembla. Elle se leva brusquement et quitta la pièce. Éléonore tourna un regard désespéré vers Miss Marple. « S'il vous plaît, ne la pressez pas. Elle a assez souffert. » Miss Marple lui tapota la main. « Ma chère, les coupables souffrent davantage lorsqu'ils sont protégés par les innocents. C'est pourquoi nous devons être très sûrs, avant que le filet ne se referme. » Ce soir-là, Miss Marple invita l'inspecteur Graves à prendre le thé dans son cottage, une invitation qu'il accepta avec un mélange de curiosité et de condescendance. Il trouva son salon douillet, le feu crépitant, une assiette de gâteau aux graines soigneusement dressée. Miss Marple s'affairait avec la théière, parlant de choses futiles, le temps humide, la rareté de la bonne laine, le sermon du pasteur dimanche. Grave s'impatientait. « Maintenant, Miss Marple, dit-il enfin, vous m'avez fait savoir que vous aviez quelque chose à me dire. » Miss Marple s'installa avec son tricot. « Sauf ceci, inspecteur, vous poursuivez la mauvaise personne. Éléonore Blakely est innocente. Le véritable coupable est celui qui avait à la fois un mobile et une opportunité, et qui a déjà pris des mesures pour exclure les témoins. » Graves fronça les sourcils. « N'importe quoi. Nous avons les lettres. Nous avons la dispute. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Et pourtant, dit-elle, nous avons aussi un ticket de vestiaire cassé, un fil de soie cramoisi et un jardinier réduit au silence trop soudainement. Si vous me laissez un peu de temps, inspecteur, je crois pouvoir vous révéler la vérité. Mais cela demande de la patience et un petit piège. » Graves grogna, mais il connaissait trop bien la réputation de Miss Marple pour la rejeter complètement. « Très bien, madame, mais veillez à ce que votre piège n'attrape pas que des ombres. » Miss Marple sourit gentiment. « Oh, inspecteur, ce ne sont pas les ombres que je recherche. C'est la main qui réduit au silence les troncs comme les gens. Et une telle main ne peut s'empêcher de se trahir, si on lui en donne l'occasion. » Chapitre 11. Le piège est tendu. Le lendemain, le jour se leva radieux, avec un vent frais qui fit hocher la tête aux rosiers des jardins de Rose Hill, comme s'ils conspiraient. Miss Marple se leva tôt, car elle avait décidé qu'il était temps de dépasser les spéculations. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit, le ticket du vestiaire, la soie cramoisie, le coffre murmurant. Mais il leur fallait un décor, une scène, où la main coupable se révélerait. Et ainsi, avec le tact et la diplomatie d'un général commandant des troupes, Miss Marple prit ses dispositions discrètes. Au presbytère, elle sollicita l'aide enthousiaste de Madame Clement. « Ma chère, dit-elle, vous avez toujours été si aimable dans votre hospitalité. Je me demandais si vous accepteriez une petite réunion dans votre salon demain soir. Rien de bien grandiose, juste une petite réunion pour discuter des comptes de la fête. Ce serait un tel réconfort pour Lady Westmacott, après tous les troubles récents, de montrer au village que la vie continue. » Madame Clément était ravie. « Bien sûr, mademoiselle Marple. Le vicaire récitera une prière et je préparerai un gâteau aux graines.
Les gens seront ravis d'avoir l'occasion de discuter de tout cela. Oui, dit doucement Miss Marple, ils parleront. Et parfois, quand les gens parlent, ils ne peuvent s'empêcher de se montrer. Cet après-midi-là, elle fit une visite au manoir. Lady Westmacott la reçut dans le petit salon, où la malle se dressait comme toujours, ses ferrures de cuivre scintillantes. Éléonore, pâle mais vigilante, était assise à proximité. « J'ai pensé, » commença Miss Marple de son ton le plus innocent, « que vous aimeriez assister à une petite réunion demain soir au presbytère. Rien de formel, juste une discussion de compte. L'occasion de mettre tous ces désagréments derrière nous. Et, ajouta-t-elle, les yeux rivés sur Lady Westmacott, l'occasion de rendre au village ce qui lui appartient. Car j'imagine, Lady Westmacott, que certains objets de la fête, un portefeuille peut-être ou un paquet de lettres, pourraient bien être remis à leur place. » L'espace d'un instant, le sang-froid de la vieille dame vacilla. Ses mains se crispèrent sur la coudoir de son fauteuil. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit-elle froidement. Miss Marple sourit doucement. « Oh, je crois que oui, et je pense qu'il serait préférable que de telles questions soient résolues en présence d'amis plutôt que d'ennemis. Après tout, les secrets sont très lourds à porter seuls. Ils pèsent plus lourd que des malles. » Éléonore jeta un rapide coup d'œil surpris à sa tante, mais Lady Westmacott se contenta d'incliner la tête avec raideur. « Si le presbytère désire ma présence, j'y serai. » Ce soir-là, alors que Miss Marple était assise près du feu avec son tricot, le jeune Tommy Abbot arriva essoufflé à sa porte. « Mademoiselle, j'ai trouvé quelque chose près du cèdre. » Il lui tendit un petit objet, une épingle à cravate cassée, dont la tête était une perle d'émail rouge. Miss Marple le prit délicatement entre ses doigts. « Ah oui, » murmura-t-elle. « Le coffre murmurant n'est pas la seule chose qui laisse des fragments. Merci, Tommy. Tu as été d'une grande aide. » Elle lui donna une pastille à la menthe et le laissa partir. Seule, elle examina la petite épingle. Elle s'accordait parfaitement avec le fil de soie qu'elle avait trouvé accroché à la charnière en laiton du coffre. Une parure de gentleman, mais plus voyante que celle que la plupart des villageois affectionnaient. Seul un homme soucieux des apparences pouvait porter une telle chose à une fête de village. Et Miss Marple se souvenait très bien que l'inspecteur Graves portait une cravate en soie cramoisie cet après-midi-là. Le lendemain matin, son plan était bouclé. Elle était assise sereinement devant son porridge, les pensées aussi claires que son plateau de petit déjeuner. Le village se rassemblerait ce soir-là au presbytère, aussi insouciant que des enfants à la fête du catéchisme. Ils viendraient pour discuter et déguster un gâteau aux graines, pour une prière du pasteur, pour se rassurer après des jours de peur. Mais Miss Marple l'observerait. Elle aurait dans son viseur l'épingle à cravate cassée, le ticket du vestiaire et le souvenir des paroles tues de M. Judd. Et le moment venu, elle tendrait son piège délicat, non pas par des menaces ou des accusations, mais par l'inéluctabilité silencieuse de la vérité elle-même. Car elle savait déjà que le coupable ne supporterait plus longtemps le murmure du tronc. Il se trahirait à la simple sollicitation d'une vieille dame. Chapitre 12. Le rassemblement au presbytère. Le salon du presbytère, avec ses chaises recouvertes de chintz et son léger parfum de cire à la lavande, avait rarement été aussi fréquenté. La nouvelle de la réunion s'était rapidement répandue, et presque tout Rose Hill s'y était rendu. Officiellement, il s'agissait de passer en revue les comptes de la fête, mais chacun connaissait le véritable objectif: discuter, autour d'un thé et d'un gâteau aux graines, des événements bouleversants qui avaient secoué le village. Madame Clément, rouge de joie devant l'importance de l'occasion, servit le thé avec un zèle infatigable. Le vicaire, assis en bout de table, s'éclaircit la gorge et tenta quelques remarques solennelles sur la charité et le bon voisinage. Mais elles furent largement couvertes par le brouhaha des spéculations. Lady Westmacott était assise bien droite sur sa chaise, d'une dignité figée, Éléonore à ses côtés. L'inspecteur Graves se tenait près de la cheminée, la moustache hérissée, se considérant clairement comme l'arbitre de la justice à Rose Hill. Miss Marple, petite et soignée, occupait un coin modeste, son sac à tricot à ses côtés.
On aurait pu la prendre pour une simple spectatrice, mais ses yeux bleu pâle étaient d'une vigilance aiguë. Les contes furent dûment lus, applaudis poliment, puis s'éloignèrent. Puis, comme Miss Marple le savait, la conversation s'orienta vers des sujets plus sombres. Madame Partridge se leva aussitôt. « C'est bien beau de parler des fonds récoltés, » déclara-t-elle. « Mais qu'en est-il du décès qui a assombri la fête, et des lettres, et du pauvre monsieur Jude? Le village mérite d'être informé. » L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. La police est convaincue que mademoiselle Blakely... « Pardonnez-moi, inspecteur, » interrompit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « Mais peut-être que le village serait plus satisfait si les preuves étaient clairement exposées. » Un silence s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers la vieille dame assise dans un coin. Elle se leva lentement, lissant sa jupe. « J'ai toujours trouvé, dit-elle, que la vérité est un peu comme la laine à repriser. Si l'on suit patiemment le fil, on finit par trouver le trou. Et le trou, une fois révélé, ne peut plus être ignoré. Laissez-moi vous montrer les fils. » De son sac, elle sortit un à un 3 petits objets, un ticket de vestiaire cassé, un fil de soie cramoisi et une épingle à cravate avec une tête en émail cramoisi. « Ces objets, dit-elle doucement, ont été trouvés près du cèdre et sur le vieux tronc. Ils nous indiquent qui était présent et qui a manipulé le coffre. Ils n'appartiennent pas à mademoiselle Éléanore. Ils appartiennent à un homme soucieux de son apparence, qui portait une cravate rouge ce jour-là. Un tel homme pourrait facilement utiliser un ticket de vestiaire pour cacher et récupérer des documents de chantage. Un tel homme pourrait faire taire un jardinier trop instruit. Un tel homme pourrait faire en sorte que les soupçons se portent sur une jeune femme vulnérable. » La pièce était complètement silencieuse. L'inspecteur Graves remua, le visage s'assombrissant. « Vous insinuez... » Le regard de Miss Marple, doux mais pénétrant, se fixa sur lui. « Je ne sous-entends rien, inspecteur. Je suis simplement les fils conducteurs. Voyez-vous, M. Arkwright était sur le point de révéler quelque chose. Pas le secret de Lady Westmacott, mais le vôtre. Vous étiez à Marlécombe il y a des années lorsque ces lettres sont tombées entre des mains douteuses. Vous en avez profité pour les dissimuler. M. Arkwright l'a découvert. C'est pourquoi il a écrit « La Malle » dans sa dernière lettre. Il ne parlait pas d'Éléanore, ni de sa tante, mais de l'homme qui avait transformé un héritage en cachette pour faire du chantage. Un halètement parcourut la pièce. Lady Westmacott porte une main à ses lèvres. Éléanore serra le bras de sa tante. L'inspecteur Graves bafouilla. « C'est absurde. Un tissu de conjectures. » « Alors, dit doucement Miss Marple, vous pourriez peut-être m'expliquer pourquoi cette épingle cassée a été retrouvée près du coffre et pourquoi l'autre moitié du ticket de vestiaire se trouvait dans la maison de M. Jude. Il a dû la garder, une preuve peut-être contre vous. Et maintenant il est mort. » Tous les regards étaient braqués sur l'inspecteur. Son visage était devenu cendré sous les poils de sa moustache. Il ouvrit la bouche, la referma, et pendant un instant, le poids du silence pesa sur lui. Ce fut Éléanore qui le brisa en se relevant. « Tu vois, » s'écria-t-elle d'une voix tremblante mais forte. « Je t'avais dit que j'étais innocente. Ce n'était pas moi, jamais. » À ce moment-là, l'agent Hawkins s'avança avec hésitation. « Pardon, monsieur, » dit-il à voix basse, « mais j'ai trouvé votre cravate cramoisie au poste hier, avec un fil manquant. Je voulais vous demander... » Graves fit un mouvement brusque et violent vers la porte, mais la moitié du village se leva d'un seul bloc, lui barrant le passage. Il resta un instant immobile, les épaules haletantes, puis s'affaissa, vaincu. Miss Marple se laissa retomber sur sa chaise, les mains jointes calmement sur ses genoux. « Ce sont toujours les petites choses, » murmura-t-elle, « qui attrapent les méchants. Un billet, un fil, une épingle. On ne les remarque pas, mais ils murmurent, comme les mâles. Et les murmures, si on les écoute attentivement, racontent toute l'histoire. » La réunion se termina dans un tourbillon de stupeur. Lady Westmacott, pâle mais sereine,
serra les mains de Miss Marple avec gratitude. Éléonore pleurait doucement, enfin délivrée de tout soupçon. Les villageois, murmurant leur respect, sortirent dans la nuit, où le vent agitait les rosiers et emportait le parfum de l'été dans le jardin du presbytère. Et dans son coin, Miss Marple plia soigneusement son tricot et rangea ses aiguilles dans leur étui. Le piège s'était refermé, et la vérité, tel le murmure du vieux coffre, avait enfin été entendue. Chapitre 13. La vérité dévoilée. L'après-midi suivant, à la demande du vicaire, un petit groupe se rassembla de nouveau dans le salon du presbytère. L'excitation de la veille n'était pas encore retombée. Rose Hill semblait bourdonner comme une ruche dérangée. Les gens aspiraient non seulement à la justice, mais aussi à un récit clair, un début, un milieu et une fin qu'ils pourraient se répéter dans les cuisines et les jardins pendant des années. Lady Westmacott était assise, pâle et silencieuse, avec Elinor à ses côtés. Madame Partridge, les yeux brillants d'impatience, s'était assuré une place bien en vue. Le docteur Porter était présent, grave et attentif. L'agent Hawkins se tenait maladroitement au fond, visiblement mal à l'aise face à la disgrâce de son supérieur. Et au centre de l'assemblée, discrète, Miss Marple était assise avec son tricot. Ce fut le vicaire qui ouvrit la cérémonie. « Mes chers amis, dit-il solennellement, nous avons été témoins de troubles graves dans notre paisible village, mais grâce aux observations éclairées de Miss Marple, la vérité a été révélée. Je lui ai demandé des explications afin que personne ne reste dans le doute. » Tous les regards se tournèrent vers la vieille dame, qui leva doucement les yeux de ses aiguilles. « L'affaire est en réalité très simple, » commença Miss Marple, « si l'on considère la situation du point de vue de la nature humaine. M. Arkwright prenait un malin plaisir à exercer son pouvoir sur autrui. Il avait obtenu, de nombreuses années auparavant, des lettres relatives à la jeunesse de Lady Westmacott. Ces lettres auraient pu être inoffensives en elles-mêmes, mais entre de mauvaises mains, elles étaient des armes. Il tourmentait sa nièce et sa tante en les menaçant de les dénoncer. Il avait cependant un autre complice dans cette affaire, l'inspecteur Graves. Des années auparavant, alors qu'il était en poste à Marleycombe, il avait aidé M. Arkwright à dissimuler ses lettres et en avait peut-être même tiré profit. Leur cachette était le vieux coffre en chêne avec son double fond. Pratique, car personne ne soupçonne jamais un héritage. Miss Marple s'arrêta pour réfléchir. Plusieurs villageois haltèrent doucement. Madame Partridge se pencha en avant, essoufflée. « Le jour de la fête, » poursuivit-elle, « M. Arkwright avait décidé de mettre fin à l'arrangement. Il avait écrit un mot à son notaire. Certaines choses ne peuvent rester cachées. J'ai l'intention de faire une révélation complète. » Le coffre. Il s'apprêtait à révéler toute l'affaire. Graves, qui se tenait à proximité, comprit que sa propre position était menacée. Un verre de limonade était à portée de main. On y ajouta un léger irritant, pas assez pour tuer rapidement, mais suffisant pour affaiblir et désorienter. M. Arkwright s'effondra, serrant sa lettre. Graves laissa entendre qu'il s'agissait d'une insuffisance cardiaque naturelle. Mais le témoignage du docteur Porter, l'irritation des lèvres, la faible odeur, me suggéra le contraire. Le docteur Porter hocha gravement la tête. Miss Marple poursuivit d'une voix douce mais convaincante. La malle a été forcée parce que Graves craignait d'être découvert. Il tenta de retirer les lettres lui-même, mais M. Judd, le jardinier, connaissait le double fond depuis des années. Judd avait trouvé le ticket du vestiaire, un astucieux petit stratagème pour dissimuler le portefeuille, et en avait gardé la moitié. Peut-être voulait-il protéger Lady Westmacott, ou peut-être pensait-il le garder comme assurance. Quoi qu'il en soit, Graves était conscient du danger. M. Judd a été retrouvé mort peu après. Les circonstances étaient trop évidentes. L'homme a été réduit au silence. Un frisson parcourut la pièce. Éléonore serra la main de sa tante. « L'épingle à cravate cassée et le fil de soie cramoisi en disent long, » ajouta Miss Marple. « Aucun villageois ne porterait une telle chose à une fête. Seul l'inspecteur Graves le faisait.
Il a laissé sa marque en se penchant sur le tronc. Une petite chose, mais les petites choses, j'ai constaté, sont souvent les plus importantes. Il y eut un long silence lorsqu'elle eut terminé. Le tic-tac de l'horloge du vicaire emplit la pièce. Lady Westmacott prit enfin la parole, d'une voix basse mais assurée. « Vous avez été clémente, Miss Marple. Vous ne m'avez pas obligé à parler du passé en détail. Je vous en remercie. Ces lettres étaient peut-être indiscrètes, mais ce n'étaient que des folies de jeunesse. Rien de plus. Pourtant, je n'aimerais pas qu'elles soient exposées au grand jour. » Miss Marple inclina la tête. « Ma chère Lady Westmacott, mieux vaut laisser les secrets s'évanouir lorsque leur seul pouvoir réside dans la malveillance. Le village n'a pas besoin d'en connaître le contenu. Il suffit que le coupable soit démasqué. » L'agent Hawkins s'éclaircit la gorge. « Je veillerai à ce qu'il soit traité comme il se doit, mademoiselle. Et je serai fier de dire que c'est vous qui avez fait ça. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh non, constable, ce n'était que le fruit d'une simple observation. On retrouve les mêmes schémas dans la nature humaine partout, à St. Marymead, à Rose Hill ou n'importe où ailleurs. Les gens se ressemblent toujours beaucoup. C'est ce qui les rend si faciles et si difficiles à comprendre. » Alors que l'assemblée se dispersait, Madame Partridge s'avança précipitamment. « Eh bien, jamais. À bien y penser, juste sous notre nez. Je dois dire, Miss Marple, que vous avez l'œil le plus perçant d'Angleterre. » Miss Marple s'y refusa poliment, mais ses yeux pétillèrent. Elle rassembla son tricot, le glissa dans son sac et se prépara à rentrer chez elle par les ruelles tranquilles. Le mystère du coffre murmurant était résolu. Pourtant, elle savait, comme elle l'avait toujours su, que la vie au village n'est jamais exempte d'ombre. Seulement, de temps à autre, celles-ci sont dissipées par un peu de lumière, un peu de patience et un regard perçant. Chapitre 14. Après le murmure. Dans les jours qui suivirent, Rose Hill retrouva peu à peu son rythme habituel. Le facteur reprit son joyeux sifflement, Madame Jeffries emballa les pains avec sa vivacité habituelle, et les enfants se remirent à crier en jouant le long de la pelouse. Pourtant, sous la surface, un subtil changement s'était installé dans le village. Les gens parlaient à voix basse en passant devant le cèdre, et la fête, qui avait commencé dans les rires et s'était terminée dans la mort, était remémorée avec une sorte de révérence feutrée. L'inspecteur Graves fut discrètement démis de ses fonctions. Les journaux rapportèrent son arrestation en termes discrets, car de telles affaires ne se criaient jamais trop haut lorsqu'elles concernaient des hommes en uniforme. L'agent Hawkins, promu responsable temporaire du district, grandit légèrement et traita Miss Marple avec une crainte presque filiale. Quant à Lady Westmacott, elle affichait le même calme majestueux, même si les voisins remarquaient que ses manières étaient désormais plus douces, moins austères. Et Léonore, délivrée de tout soupçon, retrouva ses couleurs et son énergie. On la voyait souvent se promener dans le jardin, ne fuyant plus les regards curieux des villageois, mais les accueillant avec calme et dignité. Le tronc de chêne fut de nouveau transporté au grenier, où la poussière et les ombres le reprirent. « Il vaut mieux le laisser tranquille, » dit Madame Crowe fermement, en verrouillant la porte du grenier. Mais parmi les villageois, l'histoire subsistait dans les murmures. Dès que les rumeurs s'essoufflaient, quelqu'un demandait « Vous souvenez-vous du tronc ?» et toute l'histoire reprenait son cours. Miss Marple, cependant, ne souhaitait pas s'attarder sur ce sujet. Elle retourna tranquillement à son tricot, à son jardin et aux simples routines de la vie villageoise. À ceux qui louaient son intelligence, elle se contenta de secouer la tête. « Ce n'était pas de l'intelligence, » dit-elle doucement, « juste de l'observation. Les gens se ressemblent tellement, que ce soit à St. Marymead ou à Rose Hill, on y voit les mêmes schémas se répéter. L'avidité, l'orgueil, la loyauté, la peur. Et si l'on a vécu assez longtemps, on apprend à les reconnaître, tout comme on reconnaît les mauvaises herbes dans un parterre de fleurs. » Madame Clément, qui répétait cette remarque avec grande satisfaction à ses amis,
ajouter toujours, et dire que tout cela s'est résolu avec rien de plus qu'un billet cassé et un morceau de soie. Vraiment remarquable. Par une soirée tranquille, alors que l'été touchait à sa fin, Miss Marple était assise à sa fenêtre à St. Mary Mead, les derniers rayons du soleil dorant ses aiguilles. Elle pensait à Eleanor, enfin libérée de tout soupçon, à Lady Westmacott, dont le secret était à l'abri des mauvaises langues, et aux deux hommes qui avaient cherché à profiter de la cruauté et n'avaient abouti qu'à la ruine. Le monde, songea-t-elle, n'est pas souvent juste, mais parfois, la justice survient par des moyens modestes et inattendus. Un murmure dans un coffre, un fil sur une charnière, une fête de village, interrompue par la mort. Miss Marple posa son tricot et contempla son jardin, où les roses trémières se dressaient majestueusement, et les roses se fanaient. La vie continuait. Le murmure dans le vieux coffre avait été entendu, son secret révélé, et Rose Hill, avec le temps, l'oublierait. Mais Miss Marple n'oublia jamais. Elle pliait simplement ses souvenirs aussi soigneusement qu'elle pliait son tricot, et les rangeait, silencieuse comme toujours, jusqu'à ce qu'un nouveau mystère vienne réveiller l'atmosphère paisible du village. Chapitre 15. Une lettre de St. Mary Mead. 15 jours après le drame de Rose Hill, Miss Marple était assise à son petit secrétaire dans son cottage de St. Mary Mead. Le jardin bourdonnait d'abeilles parmi la lavande, et le bruit de la tondeuse à gazon d'un voisin s'échappait faiblement par la fenêtre ouverte. Le monde, semblait-il, avait repris ses habitudes. Prenant sa plume, elle commença une lettre à une vieille amie, Miss Caroline Haydock, qui avait depuis longtemps déménagé à Bath, mais qui savourait toujours chaque morceau de potin du village que Jane Marple pouvait lui fournir. « Ma chère Caroline, vous serez surpris, j'ose le dire, d'apprendre que Rose Hill, un village jusqu'alors aussi calme que le nôtre, a récemment été le théâtre d'une vive agitation. Une fête, commencée par des concours de gâteaux éponges et de moelle, s'est terminée par 2 morts, une quasi-tragédie et la révélation d'un chantage des plus sordides. Je ne vous ennuierai pas avec tous les détails, même si j'ose dire que les journaux n'en ont donné qu'un compte rendu sommaire. Il suffit de dire que les apparences étaient contre une jeune femme, mais le véritable coupable s'est avéré être un homme qui portait une cravate rouge avec une assurance démesurée. C'est un détail insignifiant qui l'a trahi. Un ticket de vestiaire déchiré en 2, une épingle en émail cassé et un fil de soie. Les êtres humains, je trouve, laissent toujours si peu de traces d'eux-mêmes, aussi prudents qu'ils se croient. Le tronc de chêne qui a donné naissance à cette affaire est désormais enfermé dans un grenier, où j'espère qu'il reposera en paix. Les troncs, comme les humains, ne gardent pas toujours leurs secrets de bon gré. Je pense parfois, Caroline, que la vie dans nos villages est comme une broderie. On ne voit d'abord que le motif net sur le devant, mais en le retournant, on découvre des nœuds, des enchevêtrements et des fils qui s'entrecroisent de manière inattendue. Ce sont ces fils désordonnés qui racontent la véritable histoire. À Rose Hill, je suis heureuse de le dire, le calme revient. Lady Westmacott se promène dans son jardin, sa nièce à ses côtés, et les villageois, même s'ils continueront à chuchoter pendant des années, se contentent de laisser les choses en l'état. Quant à moi, je me suis remise au tricot, même si j'avoue que je trouve les points simples plus reposants que les points fantaisie après tant d'émotions. Bien à vous, comme toujours, Jane Marple. Miss Marple posa sa plume, plia soigneusement la lettre et écrivit l'adresse sur l'enveloppe. Dehors, l'horloge de l'église sonna 4 heures. Elle se leva, déposa sa lettre sur la table de l'entrée pour la poste et alla préparer son thé. C'était un après-midi tout à fait ordinaire à St. Mary Mead, ce qui était peut-être le plus grand réconfort, car même si le crime peut s'immiscer, si les secrets peuvent chuchoter et si la justice peut faiblir, la vie dans un village anglais avait sa façon de retrouver son calme. Et Jane Marple, qui avait vécu assez longtemps pour savoir que le calme n'était que temporaire, était assise,
satisfaite, avec sa tasse de thé et son tricot, attendant, comme elle le faisait toujours, la prochaine ondulation dans l'eau calme de la vie du village. Chapitre 16. Le dernier murmure. L'été à Rose Hill s'éternisait d'une chaleur inhabituelle, comme s'il était déterminé à adoucir le souvenir des sombres événements qui s'étaient déroulés sous son cèdre. En septembre, les ruelles du village étaient bordées de mûres, et les champs étaient prêts pour la récolte. Aux yeux du passant, tout était comme avant. Les poules grattant dans les cours, les commérages échangés par-dessus les grilles des jardins, les cloches de l'église sonnant les heures avec une régularité paisible. Pourtant, sous la surface, Rose Hill n'était plus tout à fait la même. Ses habitants avaient appris, pour la première fois depuis des années, que le mal pouvait revêtir un visage familier. Ils avaient vu un homme d'autorité démasqué comme corrompu, un jardinier réduit au silence pour son honnêteté, et une jeune femme accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. De telles leçons, une fois apprises, ne s'oublient pas facilement. Miss Marple retourna une fois de plus à Rose Hill, à la demande de Lady Westmacott. Le salon du manoir était rempli de roses tardives dans de grands vases, leurs pétales se dispersant délicatement sur la table cirée. Le tronc de chêne avait disparu, mais son souvenir persistait, lourd comme toujours. « Ma chère Miss Marple, » dit Lady Westmacott d'une voix inhabituellement douce, « vous nous avez rendu un service inestimable. L'honneur de ma famille est préservé, et le nom de ma nièce est lavé. Je ne vous remercierai jamais assez. » Miss Marple sourit faiblement. Nul besoin de remerciements. On fait ce qu'on peut. Mais puis-je vous donner un conseil, Lady Westmacott? Les secrets ne restent pas indéfiniment secrets. Ils murmurent jusqu'à ce que quelqu'un les écoute. Il est souvent plus gentil de les laisser entendre, avant qu'ils ne soient utilisés à mauvais escient. La dame inclina la tête. Vous avez raison, bien sûr. Elinor sait tout maintenant, et je pense qu'avec le temps, elle me pardonnera mon silence. Elinor, entrant avec un panier de roses, sourit à Miss Marple avec chaleur et gratitude. « Sans vous, dit-elle, je serais encore suspecte, et ma tante encore effrayée. Vous nous avez rendu la vie. » Miss Marple lui tapota la main. « Il suffisait d'écouter, ma chère. Les gens murmurent leur vérité de tant de manières, dans un geste, un regard, un bout de fil coincé dans une charnière. Il suffit de remarquer. » Ce soir-là, alors qu'elle prenait le train pour Saint Mary Mead, Miss Marple était assise près de la fenêtre, regardant le paysage défiler, un patchwork de champs et de haies. Le soleil baissait la tête, teintant le ciel de douces couleurs. Elle croisa les mains sur son sac à tricot et réfléchit. La méchanceté humaine, pensait-elle, ne se limitait pas aux grandes villes ou aux crimes dramatiques. Elle apparaissait tout aussi souvent dans les petits villages, dissimulée sous les tables à thé et les gardants partis, derrière les ferrures en laiton d'une vieille malle. Pourtant, la loyauté, la bonté et le courage humain étaient tout aussi présents. L'équilibre était fragile, mais il était là. Le train continuait à avancer, et Miss Marple s'autorisa un petit soupir de satisfaction. Une autre ombre s'était levée, une autre vérité était révélée. Demain, elle se lèverait tôt, s'occuperait de ses roses, et irait peut-être chez la femme du pasteur pour une tasse de thé tranquille. Après tout, la vie avait ses rythmes, et elle les chérissait. Alors que le train approchait de Saint Mary Mead, les dernières lueurs s'éteignirent, et la campagne s'enfonça dans le crépuscule. Dans le silence, Miss Marple crut presque l'entendre à nouveau. Un léger soupir, un murmure subtil, comme un coffre se refermant dans un murmure. Le murmure d'un secret désormais révélé. Le murmure d'une justice rendue en silence.